Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui est très important et très peu souvent abordé. On va parler de la ménopause par rapport à la nutrition. Est-ce que la nutrition a des effets sur la ménopause? Petit spoiler, oui, ça a beaucoup d'effets. Et donc, je vais en parler aujourd'hui pour essayer de t'expliquer à la fois si tu es une femme, mais également si tu es un homme. Déjà, je te conseille énormément d'écouter cet épisode, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'une énorme partie de la population mondiale est déjà en période, on va dire, de ménopause. Donc, ça concerne beaucoup de gens. Et je pense que même les personnes qui ne sont pas concernées, et notamment les hommes, c'est important qu'on en sache davantage pour justement essayer de conseiller les femmes, peut-être qui n'en savent moins, tout simplement. Mais en tout cas, eh bien, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'abord de la théorie de qu'est-ce qui se passe durant la ménopause pour après te parler concrètement comment est-ce qu'on peut agir là-dessus avec l'alimentation de manière bénéfique pour qu'on en ait des avantages. En tout cas, qu'est-ce que c'est que la ménopause déjà? Eh bien, il y a plusieurs définitions, mais une des définitions, eh bien, c'est quand on a plus de règles pendant au moins un an et qu'on est souvent situé entre 45 ans et 55 ans en moyenne. Évidemment, ça peut arriver avant, mais en tout cas, si on est dans cette tranche d'âge et qu'on n'a plus de règles pendant au moins un an, donc vraiment plus rien, souvent c'est qu'on est en ménopause. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux autres, on va dire, éléments qui peuvent nous faire confondre avec ce que c'est que la ménopause. Il y a ce qu'on appelle la périménopause et il y a également ce qu'on appelle les changements tout simplement hormonaux. Déjà, au niveau des changements hormonaux, ça arrive avant la ménopause. C'est-à-dire que les changements hormonaux, quand je dis ça, c'est-à-dire une diminution de la progestérone, donc plutôt l'hormone liée, on va dire, à la phase lutéale du cycle menstruel, et aussi une diminution de l'œstrogène, donc plutôt l'hormone qui est liée à la phase folliculaire du cycle menstruel, même si évidemment c'est plus compliqué que ça, il y a un petit peu des deux dans chaque cycle, enfin dans chaque phase. Et justement, ces changements hormonaux, souvent ils arrivent avant, donc c'est-à-dire que là j'avais dit avant que la ménopause souvent arrive vers 45-55 ans. Au niveau des changements hormonaux, ça arrive plutôt parfois à partir de 40 ans. Et du coup, eh bien, entre 40 et 45 ans, imaginons qu'à 45 ans, la ménopause arrive pour la personne, telle personne, eh bien, si les changements hormonaux commencent à se faire à 40 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, en fait, ça va être la transition entre j'ai les hormones comme j'ai eu, on va dire, tout le temps durant ma vie d'adulte, VS à 45 ans, je n'ai plus du tout d'hormones et là, du coup, c'est du coup la ménopause, puisque là, on est vraiment sur une énorme diminution des changements hormonaux, enfin du moins des taux hormonaux, et donc forcément, il n'y a plus de règles notamment qui vont arriver, il n'y a plus de cycle menstruel qui va se passer pendant au moins un an. Aussi, autre chose, c'est la périménopause. La périménopause, pour expliquer, en fait, c'est une période qui peut durer plusieurs années, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui n'y passent quasiment pas, il y a des personnes qui y passent clairement. La périménopause, c'est une période durant laquelle le cycle menstruel est vraiment extrêmement irrégulier. En fait, par exemple, pour certaines personnes, souvent, alors déjà, pour expliquer, pour un petit peu l'ordre chronologique, on va dire, la périménopause souvent se passe tout simplement entre la ménopause et le début des changements hormonaux. C'est-à-dire que c'est une phase, si on reprend l'exemple, à 40 ans, on commence à changer au niveau des hormones et à 45 ans, c'est la ménopause. Eh bien, la périménopause peut par exemple commencer à 42 ans et se finir à 45 ans du coup. Ça dépend vraiment des personnes. Pour des personnes, ça peut durer que quelques mois, des personnes, ça peut durer plusieurs années. Mais en tout cas, ça se caractérise vraiment par un cycle menstruel qui est vraiment très irrégulier. Et globalement, eh bien, pour certaines personnes, le changement hormonal qui débute à 40 ans peut s'expliquer par une énorme diminution de la progestérone et l'œstrogène qui est plutôt, on va dire, assez stable. Et ça peut mener à des règles, par exemple, où il n'y a plus de phase lutéale. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une phase folliculaire. Il y a peut-être beaucoup de saignements dans ce cas-ci. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'il n'y a plus vraiment de progestérone, mais il y a encore des œstrogènes. Et que donc, il y a encore un cycle menstruel techniquement, mais il est juste très irrégulier. Et ça, c'est vraiment la phase de périménopause. Donc voilà, il y a vraiment différentes phases. Mais en tout cas, ce qui est important, eh bien, c'est que dans cet épisode, quand je vais parler des effets qu'a la ménopause, il faut comprendre que à partir des changements hormonaux, la plupart du temps, les effets, on va dire, négatifs commencent aussi à venir. Et si on est en périménopause, souvent, les effets sont aussi présents. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en périménopause que tu te dis, OK, tranquille, je ne suis pas encore à la ménopause. La périménopause est quand même extrêmement liée
extrêmement similaires à la ménopause en ce qui concerne les effets négatifs, si on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu maintenant pour l'explication des termes. Mais en tout cas, ce que je voulais aussi expliquer, eh bien, c'est que oui, ça se manifeste par des changements hormonaux et en fait, c'est ça qui va avoir des conséquences. C'est-à-dire que c'est la diminution de progestérone et la diminution d'œstrogène qui vont causer pas mal de soucis. Et on va en parler dans cet épisode. Mais déjà, au niveau des symptômes, je pense que c'est important d'en parler. Au niveau des symptômes, eh bien, il y a déjà les coups de chaleur. Ça, c'est un symptôme extrêmement courant. Il y a également plutôt la tendance à être plutôt nauséeux. Également, manque d'énergie, moins d'énergie et plus de difficulté à se concentrer. Et ça, au travail, ça peut être très très compliqué. Également, plutôt des gros changements d'humeur. Et ça, c'est notamment au fait que les hormones changent. C'est comme en fait pendant le cycle menstruel, au final, les hormones montent, descendent, etc. Donc, c'est associé à des changements d'humeur. Mais là, le fait que les hormones partent directement et qu'elles ne reviennent plus, ça peut aussi poser pas mal de soucis. Donc ça, c'est pas mal de symptômes. Alors évidemment, il y en a d'autres. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que ces symptômes-là, enfin, les symptômes de la ménopause, mais aussi de la périménopause, touchent en moyenne 70 à 80% des femmes, ce qui est totalement énorme. Et 20 à 30% de ces femmes, justement, qui ont des symptômes, ont vraiment des symptômes qui sont considérés comme sévères. Donc ça, déjà, c'est important pour un petit peu se rendre compte, en fait, que les symptômes de la ménopause ne sont pas que dans la tête. Évidemment, il y a une partie psychologique qui joue, c'est-à-dire si on appréhende beaucoup la ménopause, les symptômes auront plus d'effets négatifs que si on n'appréhende pas. Mais ça, c'est vraiment l'effet nocebo. Enfin, il y a toute une partie psychologique. Mais en tout cas, il ne faut pas dire que ah oui, c'est dans la tête, c'est pas vrai, blablabla. Si il y a des symptômes qui sont présents et chez certaines personnes, ça peut être assez vénère, donc à garder en tête. Au niveau des symptômes, dernière chose que je voulais aussi dire, c'est que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que le fait de perdre du poids ou notamment de perdre de la masse grasse, si on est en surpoids, eh bien, ça pouvait diminuer au moins de 30% les coups de chaleur chez les femmes en ménopause. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre déjà qu'il y a un effet de la composition corporelle sur les symptômes de la ménopause, qui est en plus un des symptômes assez dérangeants, je pense. Enfin, je ne le vis pas, mais je pense. Donc ça, déjà, c'est un point intéressant. Maintenant, je vais un petit peu parler des conséquences. C'est un petit peu la plus grosse partie théorique, mais c'est super important pour après comprendre pourquoi je dis de manger telle chose. Au niveau des conséquences, comme je l'ai dit avant, c'est lié vraiment aux hormones. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une diminution des oestrogènes et des progestérones, la progestérone, ça va amener à des problèmes de santé ou du moins à une augmentation de prévalence de problèmes de santé. Plus précisément, pour avoir quelques chiffres, il faut savoir qu'une femme en préménopause, c'est-à-dire une femme qui n'a pas encore la ménopause, vs une femme qui est en ménopause, donc post-ménopause, eh bien, il y a 2 à 3 fois plus de risques d'avoir le syndrome métabolique chez une femme en ménopause que chez une femme en préménopause. Ça va s'expliquer par plein de choses que je vais expliquer après. Mais globalement, qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique? En fait, le syndrome métabolique, c'est un ensemble de facteurs qui correspond à ce syndrome métabolique. C'est-à-dire que pour avoir un syndrome métabolique, il faut au moins avoir 3 facteurs sur 5. Et globalement, ces facteurs, c'est lié au HDL, donc c'est-à-dire la quantité de bon cholestérol qu'on a, même si j'aime pas ce terme, mais c'est pour qu'on situe mieux. Également, une bonne quantité de triglycérides, donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié au bilan sanguin des lipides. Également, avoir un tour de taille qui est plutôt faible, donc moins élevé que les recommandations qui considèrent comme quoi on est en obésité, etc. Donc ça, c'est plutôt lié avec le fait que si on est obèse, en surpoids ou pas. Également avec un taux de sucre, donc une glycémie à jeun qui est trop élevée, donc ça c'est plutôt lié au diabète. Et voilà, et globalement, eh bien, c'est à peu près les facteurs. Alors souvent, on en ajoute plus, mais globalement, c'est lié au bilan sanguin, c'est lié à l'obésité, si elle est présente ou non, ou à même le surpoids, et aussi lié avec tout ce qui est glycémie et autres. Et en fait, eh bien, si on a au moins 3 de ces facteurs-là, eh bien, on est considéré comme ayant un syndrome métabolique. Et justement, ce risque d'avoir ces différents facteurs est 2 à 3 fois plus élevé quand on est en ménopause. Et justement, ça s'explique par plusieurs choses, parce que
Il y a déjà une augmentation du risque d'ostéoporose quand on est en ménopause. Il y a également une augmentation du risque d'obésité, de diabète de type 2, également de certaines tumeurs, comme par exemple la tumeur au niveau de la poitrine. Et également, eh bien, il y a aussi un risque, tout ce qui est cardiovasculaire. Donc tout ce qui est lié en fait au bilan sanguin des lipides au final. Parce que en effet, déjà si on parle d'abord de l'obésité, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation du risque? Il y a une augmentation du risque parce que déjà avec l'âge, notre métabolisme diminue. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, c'est la même chose. Il y a également souvent à cet âge-là, parce que des fois il y a la retraite qui arrive, etc., on est moins actif. Donc il y a une diminution aussi du métabolisme parce qu'on bouge moins. Ça, pareil, ça concerne les hommes pardon, et les femmes. Et c'est pas pour rien que chez les personnes âgées, il y a beaucoup de surpoids. Également, il y a une autre chose, c'est qu'il y a plus d'œstrogène. Et l'œstrogène, c'est encore une hypothèse, on n'en sait pas encore à 100%, mais c'est possible que chez certaines personnes, ça participe un minimum au métabolisme énergétique et que le fait qu'on ait plus d'œstrogène, eh bien, ça diminue entre 50 et 300 calories par jour notre métabolisme énergétique. Chez certaines personnes, dans les études, ça a été montré que ça ne change rien. Pour d'autres, ça change. On ne sait pas encore pourquoi. La théorie, c'est que l'œstrogène est très lié aux tissus adipeux bruns, qui sont des tissus adipeux qui utilisent énormément d'énergie pour bien fonctionner, notamment en étant exposés au froid. C'est notamment la fameuse théorie qui dit que prendre des douches froides va te faire perdre 200 calories en 5 minutes. Évidemment, c'est faux, mais en tout cas, c'est lié avec ces tissus adipeux bruns qui sont quand même présents dans le corps. Mais voilà, on n'en sait pas encore totalement. Donc ça, c'est une hypothèse possible, que ça baisse aussi ton métabolisme. Et également, dernière chose, eh bien, c'est que le fait qu'on ait tous ces symptômes, donc par exemple les coups de chaleur, mais surtout aussi les gros changements de mood, etc., eh bien, ça peut amener à justement manger plus d'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on mange plus d'énergie, mais notre métabolisme consomme beaucoup moins qu'avant. Donc, au final, ça crée un déséquilibre. Et ça, eh bien, on peut imaginer que en moyenne, si même on crée un tout petit changement d'énergie, donc c'est-à-dire on mange un peu plus et on utilise pardon, un petit peu moins d'énergie, donc on brûle, je cherchais le mot, mais c'est même pas lui que je voulais, mais on brûle un peu plus d'énergie au niveau du métabolisme, eh bien, chez certaines personnes, ça peut faire prendre 2 kilos par an à partir de la ménopause. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui ont été faites. En moyenne, une femme entre 40 et 60 ans prend en moyenne 10 kilos. C'est énorme. Et ça peut s'expliquer par ces choses-là. Donc, autrement dit, l'obésité, le risque augmente. Et aussi, d'ailleurs, le surpoids, tout simplement. Au niveau du diabète, eh bien, ça augmente aussi puisqu'il semblerait que l'œstrogène soit lié avec la sensibilité et également la production d'insuline. Ce qui veut dire que si tu n'as plus d'œstrogène, eh bien, ton insuline fonctionne moins bien et donc tu as plus de risques d'avoir une résistance à l'insuline, ce qui est lié évidemment au risque de diabète. Au niveau du risque cardiovasculaire, eh bien, il y a un risque parce que l'œstrogène, on le sait, ça a un rôle protecteur au niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire que dans la vie d'adulte, les hommes ont plus de risques cardiovasculaires que les femmes parce que les femmes ont l'œstrogène. C'est un petit peu leur gardien. Le problème, eh bien, c'est que ce gardien-là, il est parti. À partir de la ménopause, il est plus là. Et donc, eh bien, l'œstrogène n'a plus ses effets. Et il faut savoir que plus, justement, les changements hormonaux que je parlais au début de l'épisode, eh bien, plus ces changements hormonaux au niveau de l'œstrogène vont se faire rapidement et plus les risques cardiovasculaires vont être élevés pour la femme en question. C'est-à-dire que plus ton œstrogène part vite et plus ton risque cardiovasculaire à partir de la ménopause est élevé. Et ça, c'est parce que l'œstrogène a à la fois un rôle promoteur de production de molécules vasodilatrices, donc par exemple l'oxyde nitrique, mais aussi d'autres molécules, qui ont un effet bénéfique sur j'allais dire le cerveau, mais sur le cœur. Et également, eh bien, ça a un effet anti-inflammatoire local, c'est-à-dire au niveau du cœur, et donc ça permet de mieux fonctionner tout simplement au niveau de cette zone. Donc ça, c'est l'aspect cardiovasculaire. Il y a également, enfin, pour finir, il y a également l'ostéoporose, qui est super importante à comprendre. C'est que déjà, il faut savoir que si les taux de vitamine D sont faibles dès le départ, c'est-à-dire on arrive en ménopause et on a une carence en vitamine D, ce qui est malheureusement plutôt courant parce que, notamment quand on prend de l'âge, eh bien, nos récepteurs au niveau du corps qui produisent la vitamine D avec le soleil fonctionnent moins bien, ce qui veut dire qu'on
pour le même temps d'exposition par rapport à il y a 20 ans, imaginons, eh bien, on produit moins de vitamine D. Et donc, la supplémentation est très recommandée. Mais si on est déficient en vitamine D et en plus, l'œstrogène n'a plus son effet protecteur au niveau des os, qui est aussi reconnu, hein, c'est comme pour le cœur, eh bien, il y a une augmentation du risque d'ostéoporose. Et ça, on le sait. C'est-à-dire qu'en moyenne, à partir environ des changements hormonaux, eh bien, il y a une diminution de la densité minérale osseuse. Et ça dure, dès que la ménopause s'installe, ça dure environ 5-10 ans. C'est-à-dire que entre 1 à 3 ans avant la ménopause jusqu'à 5 à 10 ans après le début de la ménopause, il y a une diminution de la densité minérale osseuse. Environ une perte de 2% par an, ce qui est énorme. Et c'est-à-dire qu'une femme, durant cette période-là, elle peut perdre jusqu'à 10 à 15% de la densité minérale osseuse au niveau, par exemple, de sa colonne vertébrale et au niveau de ses hanches. Ce qui est évidemment un problème, puisque déjà ça mène à de l'ostéoporose, mais aussi parce que ça augmente le risque de fracture. C'est-à-dire que s'il y a une chute, le fait qu'il y ait beaucoup moins de densité minérale osseuse, eh bien ça augmente énormément le risque de fracture. Donc ça, c'est un gros problème. Et du coup, pour contrer ça, c'est là où je vais commencer à parler de l'alimentation. Et bien pour contrer ça, c'est très important d'avoir assez de calcium, très important d'avoir assez de vitamine D, puisque la vitamine D augmente l'absorption du calcium et son action. Donc se supplémenter en vitamine D, c'est très pertinent. Également augmenter l'exercice, même léger, parce que le fait qu'on continue à bouger notre corps, qu'on continue à mettre des contraintes mécaniques sur nos os, eh bien nos os vont davantage se remodeler, c'est-à-dire se renforcer en quelque sorte. Donc ça, c'est super important. Et évidemment, éviter tout ce qui est alcool et tout ce qui est fumée, puisque ça a des effets négatifs sur le métabolisme osseux. Mais maintenant, je vais parler de l'alimentation plus globale. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en ménopause? Parce que là, c'est vrai que j'ai exposé les problèmes et on a l'impression que c'est la fin du monde. Évidemment, il y a des choses à faire au niveau de l'alimentation. Ici, dans cet épisode, je ne parlerai pas des hormones, de la thérapie hormonale de ménopause. C'est un sujet qui est encore assez nouveau. Au niveau des études, il n'y a pas énormément de données qualitatives. Ça semblerait aider à perdre un peu de poids. Ça semblerait augmenter un peu le métabolisme, mais on n'en sait pas énormément. Donc si tu veux quand même un épisode dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'en ferai avec plaisir. Mais je ne vais pas en parler ici, sinon ça fera trop de choses d'un coup. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut suivre une alimentation qui suit le régime méditerranéen. J'aime pas le terme régime, mais ça s'appelle comme ça. On va dire l'alimentation. Et en fait, l'alimentation méditerranéenne, eh bien, ça se base sur plusieurs principes. Ça se base sur un bon apport en fibres, un bon apport en protéines, des lipides qui sont qualitatifs, limiter également le sucre, également favoriser certaines viandes et pas d'autres, enfin certaines sources de protéines du moins, et également favoriser les produits laitiers. Je vais expliquer un peu plus en précision. Mais en tout cas, cette alimentation-là, eh bien, elle a été, enfin, c'est vraiment la plus étudiée pour la ménopause et elle montre pas mal de résultats qui sont très intéressants. À la fois pour l'adhérence, le fait que ce soit une alimentation qui soit quand même assez facile à suivre, pas trop compliqué comme d'autres alimentations qui sont très restrictives et qui sont pas, on va dire, vivables. Également le fait qu'elle apporte des nutriments qui sont très intéressants et notamment des antioxydants comme par exemple les oméga 3, également la vitamine K, également le bêta-carotène, etc. D'ailleurs, j'ai dit la vitamine K, c'est pas forcément un antioxydant, pardon. Mais en tout cas, ça apporte des molécules qui ont un rôle antioxydant et qui sont donc très intéressantes pour la prévention de certaines maladies. Et ça apporte aussi plein d'autres nutriments qui sont pertinents pour les maladies où il y a plus de risques justement que j'ai exposé avant, donc obésité, cardiovasculaire, tout ce qui est diabète et tout ce qui est ostéoporose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, chose très importante, c'est que la plupart des femmes en ménopause sont au moins, malheureusement, en surpoids. Ce qui veut dire que il faut suivre l'alimentation méditerranéenne, mais ce qui est important dans beaucoup de cas, c'est qu'il faut perdre du poids, il faut perdre du gras. Et ce qui est encore plus intéressant, eh bien, c'est d'essayer en fait de perdre du gras si on est en surpoids avant que la ménopause arrive. J'ai pas envie de dire que c'est une course contre la montre, ça fait un peu très stressant, mais si on perd, on va dire l'excédent de poids qu'on a, ou l'excédent de gras, c'est plutôt ça le problème, avant la ménopause, eh bien, ça va énormément de faciliter la vie et ça va surtout énormément diminuer les problèmes de santé, notamment diabète, etc.
Donc ça, c'est super important. En fait, perdre le poids avant que le changement hormonal se fait, eh bien, ça va être intéressant parce que déjà, potentiellement, être dans un meilleur poids, on va dire un meilleur poids, va aider à ce que le changement hormonal se fasse plus progressivement et donc qu'il y ait moins d'impact, notamment au niveau cardiovasculaire. Et aussi, eh bien, que tout simplement le risque global, c'est-à-dire diabète, etc., eh bien, diminue. Parce que forcément, on sait très bien, le surpoids augmente aussi le risque de diabète si on ne parle pas de la ménopause. Donc ça, déjà, c'est super important. C'est-à-dire que si tu es en surpoids, et même si la ménopause a déjà commencé, il faut perdre du poids. Et il faut environ chercher à perdre 0,5 à 1 kg par semaine, ça se fait très bien. Si on s'y met pendant quelques mois et qu'on est vraiment à fond, ça se fait. Il faut faire 500 à 1000 calories de déficit par jour, ça paraît énorme, mais vraiment, il faut mieux parfois le faire plus rapidement et plus, on va dire, sévèrement, plutôt que de chercher à perdre du poids sur 2 ans. Parce qu'en fait, là, le problème avec la ménopause, c'est, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas le temps, mais du moins, si tu prends trop ton temps à perdre du poids, eh bien, les problèmes de santé liés à la ménopause, donc les problèmes osseux, etc., vont être davantage accentués. Donc, le fait que tu perdes du poids plus rapidement va dire que tu vas limiter le laps de temps dans lequel les conséquences de la ménopause vont être les plus fortes. Donc pour moi, c'est vraiment important, peut-être dans cette période-là, de vraiment chercher à perdre du poids un peu plus rapidement et d'être un petit peu plus strict avec soi pendant quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de l'alimentation méditerranéenne, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, c'est déjà de limiter les acides gras saturés, 10% maximum de l'apport énergétique journalier. Autrement dit, euh, ne mange pas énormément d'aliments ultra transformés et évite de manger trop de fromage non plus. Évidemment, les produits laitiers, j'en parlerai après, mais faut quand même modérer tout ça. Pareil pour le sucre, pas plus de 10% de l'apport, ça c'est pareil, c'est un petit peu la bonne conscience, le bon raisonnement, on va dire, éviter de manger trop les aliments ultra transformés. Évidemment, il y a des aliments ultra transformés qui sont très intéressants pour la santé, mais je parle vraiment de ceux clichés qui sont vraiment bourrés de sucre, de gras, etc. Ensuite, autre chose, c'est au niveau des protéines, au moins à 1,2 g par kilo par jour. C'est très intéressant parce qu'à la fois, ça va t'aider pour lutter face à l'ostéoporose, parce que c'est lié notamment avec les os. Également, ça va t'aider aussi pour l'obésité, puisque ça augmente la satiété. Donc ça, c'est super important. Et puis, ça aussi, enfin, il semblerait que ça a aussi des liens avec le risque de diabète, etc. Donc voilà, avoir assez de protéines, c'est super important et surtout, ça va permettre de garder de la masse musculaire et ça, c'est très important aussi pour ta composition corporelle qui va impacter globalement toute ta santé. Ensuite, autre chose, c'est les fibres. Les fibres au niveau de l'alimentation méditerranéenne, d'habitude, on conseille au moins 30 grammes par jour. Dans le cas de la ménopause, je conseille carrément d'aller entre 30 et 45 grammes par jour. Pourquoi? Parce que en fait, augmenter encore un peu plus les fibres, ça va te permettre de vraiment contrer un maximum les effets négatifs cardiovasculaires et diabète qu'on a parlé avant. Et donc, ça va diminuer un peu plus le risque. Donc ici, pour atteindre tout ça, globalement, il faut que tu manges des fruits tous les jours, donc 2 portions environ, des légumes, 3 portions, 4 portions, ça dépend, des légumineuses 2, 3 fois par semaine, également des céréales non raffinées. Au minimum, un tiers de tes céréales de la semaine doivent être des céréales non raffinées. Si tu veux plus, tu peux plus, mais c'est le minimum que je conseille. Ensuite, le calcium. Le calcium, c'est super important de manger au moins 5 portions de produits laitiers par jour si possible, c'est-à-dire 500 grammes de produits laitiers par jour. Si c'est très compliqué pour toi, tu peux peut-être te diriger vers la supplémentation, c'est possible aussi. C'est moins courant, mais ça se fait aussi. Donc à voir. Mais en tout cas, 5 produits laitiers par jour, dont notamment le fromage. Mais en tout cas, je te conseille pas d'être à plus de 2 portions de fromage par jour, grand maximum. Et le reste, tu pars plutôt sur du yaourt, du lait et autres. En favorisant aussi le lait et les yaourts qui ne sont pas trop riches en gras parce que ça participe notamment à l'apport en acides gras saturés qu'il faut chercher à limiter. Ensuite, il y a également tout ce qui est oméga 3. Au niveau des lipides, c'est important que tu manges des lipides, mais pas n'importe lesquels. Tu diminues les acides gras saturés et tu favorises un maximum les insaturés, notamment les oméga 3. Donc tout ce qui est noix, c'est important, tout ce qui est graines de chia, etc. Mais si évidemment tu veux te supplémenter, c'est très important de te supplémenter en oméga 3.
en faisant aussi attention à la qualité du supplément. Parce que ça, c'est quand même une problématique pour les oméga 3. Ensuite, je suis en train de réfléchir si j'ai pas. Ah oui, important. Ça, c'est pareil, c'est lié aux acides gras saturés, mais limiter la viande rouge, ne pas en manger de trop. Donc, 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et favoriser plutôt les poissons, donc à la fois les poissons gras pour les oméga 3, mais également les poissons maigres. Donc au moins 2-3 portions de poissons par semaine, dont une minimum de poissons gras. Et à côté, tu manges plutôt des œufs ou alors des viandes maigres. Mais éviter un maximum les viandes rouges ou les viandes grasses de manière globale. Si tu mets déjà tout ça en place et qu'aussi à côté, n'oublie pas, tu dois te supplémenter en vitamine D, tu vas avoir pas mal de bénéfices parce que calcium, vitamine D, c'est bon pour les os, ça t'apporte aussi des protéines. En plus de ça, tu ajoutes des protéines, du coup, c'est important pour être en meilleure satiété et donc peut-être éviter davantage le surpoids, l'obésité également, aider au niveau du diabète. Au niveau des fibres, eh bien, ça aide le diabète, ça aide également la santé cardiovasculaire. Euh, les antioxydants, ça aide un petit peu tout de manière globale. Ça a été montré comme étant très efficace. Enfin bref, voilà. Si tu suis cette guideline, si tu suis l'alimentation méditerranéenne avec les quelques petits changements, comme par exemple un peu plus de fibres, etc., eh bien, tu auras énormément de bénéfices et du moins, ça diminuera ton risque de santé qui sont liés à la ménopause. Par exemple, pour la santé cardiovasculaire, le fait de suivre cette trame, ça te diminue de plus de 25% du risque cardiovasculaire, ce qui est quand même énorme parce que c'est quand même un quart. Évidemment, tu peux pas tout changer parce qu'il y a quand même eu un changement hormonal, tu peux pas tout remplacer. Encore une fois, il y a de la thérapie hormonale qui peut se parler. Je peux en parler dans un autre épisode. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'alimentation, ça a un effet. Et donc, c'est très important que tu suives ces recommandations. J'espère que j'ai pas oublié une recommandation parce qu'il y en avait beaucoup. Enfin, ça regroupe pas mal de choses de l'alimentation méditerranéenne. Normalement, j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à partager vraiment à des personnes qui sont bientôt en ménopause ou qui ont même la ménopause. Je pense que c'est vraiment un sujet qui doit plus se discuter. En tout cas, j'espère que c'était clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu veux aller plus loin, j'ai des suivis personnalisés. Si tu veux être suivi au niveau de ton alimentation durant cette phase et justement avoir une base solide avant que je te laisse en autonomie totale et que le suivi se termine. Voilà, si tu veux en savoir plus sur mes suivis, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast et on se dit à la prochaine.